je vais lancer ça. On a 1 heure ce midi. Peut-être d'autres personnes vont se joindre à nous. Vous allez remarquer que c'est un séminaire un webinaire qui est enregistré. Donc, c'est surtout les facilitateurs et co-facilitateurs qui sont dans l'enregistrement, mais juste pour que vous sachiez. Et ça va faire que vous allez avoir l'accès au webinaire par la suite. Alors, rapidement, parce que je vais aller dans le vif du sujet. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une initiative, un programme qui s'appelle Entreprise Agile Plus, qui accompagne les PME à déployer des... il y a un micro qui... je pense que c'est toi, Esther, ton micro, peut-être vérifier le niveau. Là, c'est mieux. Donc, je reviens ici. Donc, c'est dans le parcours Entreprise Agile Plus, où est-ce qu'on accompagne les PME à développer des projets. Comment on fait ça? En fait, on les accompagne à travers un accompagnement qui inclut du coaching, du support. Et en fait, c'est 3 cycles. À travers ces 3 cycles-là, on a un cycle d'idéation, de prototypage et structuration. Et dans ce cycle d'idéation, on amène les entrepreneurs, les PME, les intrapreneurs à se poser la question, si je veux lancer une initiative, comment je m'y prends, comment je réfléchis, c'est quoi mes opportunités? Et donc, on parle souvent de purpose dans ce cycle-là. Vous allez voir comment ça se rattache au sujet d'aujourd'hui. Parce qu'on n'est pas là pour parler tellement du programme, mais parler d'un sujet particulièrement important pour le programme. Donc, si vous voulez avoir plus de détails sur le programme, vous allez avoir de l'information pour nous contacter. On a un site web. Ça s'inscrit ici dans cette mentalité-là d'accompagnement. Mais aujourd'hui, ce que je veux mettre de l'avant, c'est l'invité qu'on a avec nous aujourd'hui. Donc, peut-être que certains d'entre vous la connaissent, peut-être que d'autres vont la découvrir. C'est un grand plaisir pour nous. Vous avez vu, elle est dans l'équipe, hein, c'est dans nos partenaires. Nous sommes partenaires avec Elio. Et la thématique du webinaire aujourd'hui, c'est vraiment les modèles de transition. Donc, oui, on veut innover. Oui, on veut que nos PME découvrent des nouveaux modèles d'affaires et stimulent l'innovation du Québec. Mais avoir une économie raisonnée puis des modèles de transition, c'est pas toujours facile. On ne comprend pas toujours ce que ça veut dire. Donc, aujourd'hui, Esther sera avec nous pour en parler. Elle représente un service conseil. Elle pourra en parler davantage. Mais avant de se lancer, puis juste pour avoir un mini encore point de vue, et donc je sais qu'il y en a qui ont déjà répondu s'ils étaient dans certains webinaires, je veux juste apprendre à vous connaître un petit peu. Donc, vous arrivez ici avec quel chapeau? Est-ce que vous avez un chapeau plutôt intrapreneur? Donc, vous êtes dans des organisations, vous essayez de mettre en place des initiatives durables, des initiatives innovantes. Vous êtes plutôt gestionnaire, vous gérez les budgets, les projets. Vous êtes plutôt à supporter les gens qui essaient d'innover. Vous êtes dirigeant, propriétaire d'une organisation, souvent on va dire les décideurs. Donc, c'est vraiment les personnes qui doivent transporter un peu cette vision-là, si on veut que les gens, que la culture soit efficace, ça prend des gens qui vont supporter cette culture-là. Et exploration, c'est les entrepreneurs, c'est les gens en développement durable, c'est les gens qui étaient juste curieux par la thématique. Donc, je vais le laisser ici. Donc, voilà, donc beaucoup d'exploration. Je ne sais pas, Esther, si ça te... qu'est-ce que ça veut, si ça t'inspire. On a une bonne idée. Voilà, tu allais réagir, Esther? Oui, tu me poses une question, donc je saisis la balle au bon. Non, mais Oui. ce qui est intéressant dans l'exploration, c'est que on a tout est à faire encore. Donc c'est parfait avec les discussions qu'on va avoir et puis le contenu que je vais amener. C'est qu'on est vraiment dans l'éco-conception de votre projet. Donc le fait d'explorer et de chercher éventuellement des nouvelles idées ou comment faire les choses, c'est bien parce qu'on va vous donner un avant-goût aujourd'hui. Donc c'était juste ça que je voulais ajouter. Et là, Esther va nous parler pendant 25 minutes avec un peu de discussion, des ouvertures, mais juste avant, elle a une question pour vous. Et je vais vous demander de répondre à cette question. Donc, jouez le jeu avec nous.
Ça va apparaître à l'écran et puis on va peut-être prendre une ou deux personnes au bon pour un peu aller creuser votre réponse parce que derrière votre réponse va se cacher une belle discussion. Et donc, Esther, est-ce que je te laisse poser la question même? Mais bien sûr, moi, en fait, on veut pas se bloquer. Puis on est beaucoup sur l'aspirationnel aussi quand on veut développer un projet à mission, un projet à impact positif. Donc, je voudrais avoir une idée de ce qui vous rendrait heureux. En fait, c'est vraiment de ce qui, voilà. Si vous aviez un super pouvoir pour lutter contre les changements climatiques et permettre une transition socio-écologique efficace, qu'est-ce que ce serait? Expliquez-nous. Donc, vous pouvez l'écrire si vous préférez y aller main levée. Je peux vous donner la parole aussi. L'idée, c'est d'avoir 2 ou 3 personnes qui voudraient répondre à cette question. Je vous laisse réfléchir. J'en profite pour dire bonjour à Mauricio qui s'est joint, Oriana. Merci beaucoup, bonjour. Bonjour, bonjour. Oui. Donc, on va commencer bientôt dans le vif du sujet et la théorie, mais avant, petite question brise-glace. Si vous aviez un super pouvoir pour lutter contre les changements climatiques et permettre une transition socio-écologique efficace, ce serait lequel? Est-ce qu'on a des réponses? Moi, je crois que j'ai une petite réponse, j'ai une idée. Écoute, moi, en sachant qu'on n'a pas de super pouvoir, mais on a un pouvoir dans la main qui peut faire. Donc, j'ai un projet depuis 3 ans que je suis en train de développer. Ça va donner un impact environnemental très important, aussi social, et en santé, beaucoup des impacts on pourra profiter d'un projet comme tel, par exemple. C'est pas que le mien soit le sol, mais juste c'est un petit grain, on dira, petit sème pour contribuer à ces besoins si grands que nous avons à ce moment-là de transition de technologie. Est-ce que je pourrais dire que le super pouvoir à ce moment-là, ça serait de pouvoir, dans un claquement de doigts, voir ta solution émerger, apparaître, être adoptée et avoir l'impact que tu aimerais avoir? Ça serait ça le super pouvoir? Un claquement de doigts et la solution apparaît? J'ai parlé plutôt de la mienne aussi, mais j'ai parlé au niveau général. Je pense que le super pouvoir peut-être soit dans la collaboration de tous les idées, de bonnes idées qui puissent donner des résultats comme ce qu'on voulait. C'est magnifique mettre la tête et décider à jouer avec ça, mais je pense que aussi c'est autre chose, sera de trouver des solutions qu'on pourra, on pourra faire une alliance stratégique avec un organisme, avec un autre, tout cela. Je pense que c'est la meilleure stratégie pour le moment, à mon avis. Hein. Merci. On sent dans le discours le super-héros, on cherche à avoir un impact. On est plus que nous, on cherche à avoir un impact. Voilà. Ce que j'entends, c'est aussi de rendre toutes nos initiatives tellement attractives qu'elles embarquent, qu'on réussit à embarquer du monde. Et j'entends ça. Et ça, c'est quand même un super pouvoir. Je suis d'accord avec toi. C'est pas facile. C'est pas facile. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager? Est-ce qu'il y a des gens qui l'ont écrit puis ça ne fait juste pas afficher parce que je peux fermer l'activité pour voir aussi s'il y a des gens qui ont écrit. Michael, vas-y. Bonjour à tous. Mon super pouvoir, moi, ça serait une lunette à réalité augmentée qui permet là, de regarder un objet puis de voir son analyse de cycle de vie complète pour pouvoir faire des bons choix. Donc, je regarde, je sais pas moi, la machine à café, qu'est-ce qu'il a pris pour la fabriquer et tout. Je trouve que l'analyse de cycle de vie est un outil fantastique pour vraiment là, comparer des pommes avec des pommes, comme on dit. Et voilà. Génial. Un autre? J'adore, au lieu d'avoir des certifications, des labels, des tags, tu vois le produit sur la tablette et tu sais son histoire, tu vois son cycle, tu vois les fournisseurs et donc tu peux prendre une décision éclairée au moment c'est super. Ça fait sourire en tout cas Isabelle, Philippe. Quelqu'un d'autre veut embarquer? Oriana voulait dire quelque chose. Oriana?
Oui, bonjour. Moi, ça serait, si j'avais vraiment de super pouvoirs, c'est réglementation adéquate et du financement aussi illimité. C'est souvent les deux choses qui nous empêchent. La réglementation pour accélérer, parce que juste attendre à la bonne foi, la bonne volonté des gens, c'est trop long. Euh, Puis ça va laisser tout le temps des côtés des gens qu'autrement, sinon ils ne feraient rien. Mais aussi la question quand la réglementation arrive, bien souvent on dit comment j'ai fait pour la mettre en place. J'ai manque des ressources, j'ai manque du financement, c'est pas réaliste pour moi. Alors, du financement aussi pour permettre de bien implanter les actions concrètes. Voilà. La Alors, carotte et le bâton. et on a triché un peu, on n'a pas un super pouvoir, on a trouvé la lampe d'Aladin avec plusieurs souhaits. Et là, je veux pouvoir avoir un impact sur les réglementations. C'est vrai que ça a un énorme impact sur la façon dont vous pouvez déployer vos projets. Vous pouvez les utiliser. C'est une force, la réglementation, parce que ça peut devenir des phares, des façons on veut être capable d'entrer dans une régulation, mais ça peut être un blocage. Je pense que Esther va en parler. Et là, si je vois là, ce qui a émergé des gens qui ont écrit, je ne sais pas comment ça a bien fonctionné. Je trouve que mais action, donc capacité de rentrer en action. Donc, super pouvoir, donc pas être juste dans la tête, j'imagine, d'être convaincant. Ça a été comme mentionné, donc d'avoir la capacité d'influence. Je vois ça ici. Donc, d'avoir la baguette magique. Hein, on aimerait ça avoir cet ingrédient. Esther, existe-t-il une recette et une baguette magique à la mise en place d'initiatives durables? Je peux partir, j'ai un empêchement, je m'en vais. Alors, merci beaucoup pour vos réponses. Vous voyez un peu, hein, l'idée, c'est juste de vous lancer. On voudrait tous être capables de le faire, mais il faut s'outiller. Alors, je vais donner la parole à Esther pour vraiment comprendre un peu plus. Quand on parle de transition, on parle, oui, d'entrepreneurs, on parle de gens qui veulent avoir de l'impact dans leur organisation, mais pourquoi on veut faire ça? Donc, je commence ça. Esther, tu devrais avoir le contrôle et je te suis. Oui, ça marche. Mais en fait, mais quand même, malgré tout, la réponse à ta question, on a quand même tous un morceau de baguette magique, puis plusieurs morceaux de baguette magique dans nos poches, parce que je crois que toutes les solutions existent, la philosophie existe, et puis en fait, je trouve que là où on s'empêche d'utiliser une baguette magique, c'est quand on travaille tout seul dans son coin. Donc, je crois qu'un ingrédient de la magie, c'est clairement la collaboration. Donc ça, je crois que ça, j'y crois beaucoup. Puis moi, mon super pouvoir, en fait, c'est le don d'ubiquité. Justement pour ça, parce que je voudrais pouvoir être partout tout le temps, puis pouvoir arriver à faire des choses. Et le don d'ubiquité, moi, si je l'avais, j'en abuserais, je l'utiliserais, ça me rendrait très heureuse. Et voilà, parce qu'il y a tellement d'initiatives à faire, de gens à mettre en relation, de projets à mener que j'aimerais avoir ce don-là de mon côté. Donc oui, ben on va vous donner un avant-goût, hein, bien évidemment. Mais j'aime beaucoup cette image parce que on a été tellement limité dans notre vision, tellement freiné en fait dans certains progrès qui avaient été faits avec la Covid. En même temps, on a appris beaucoup de choses hein, grâce à la Covid. On a appris qu'on pouvait passer à l'action, qu'on pouvait prendre des décisions radicales, qu'on pouvait. Donc voilà. Donc, mais on a été quand même beaucoup pendant 3 ans, un petit peu dans cette obsession-là. Et puis après, boum, on se prend des complexités financières, économiques, une récession, pas de récession. Le fait est que voilà, la pénurie de main-d'œuvre. Alors, on voit beaucoup d'entreprises qui sont à essayer de se dépatouiller des conséquences de ça et qui, bien évidemment, sont un peu le nez dans le guidon et qui travaillent au jour le jour. Mais ce qu'on voit pas, c'est vraiment flagrant dans les organisations, c'est que le changement climatique, tout le monde s'en plaint, tout le monde se lamente en fait. Hein, moi, je le vois vraiment beaucoup. Tout le monde se dit, il faut des politiques, il faut la carotte et le bâton, puis ça, c'est indispensable, mais il n'y a pas ce lien encore qui se fait intellectuellement entre je suis dirigeant d'entreprise, je fabrique tel ou tel produit, je réponds à tel ou tel besoin, j'ai un service,
Mais le changement climatique, ça veut dire quoi pour moi? Et puis souvent, on entend chaîne d'approvisionnement vaguement, mais je trouve que cette connexion entre qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de mon entreprise, dans le monde, qu'est-ce qui va se passer et quel impact ça a sur mes activités. Puis honnêtement, là, le pourcentage d'organisations, d'entreprises, de dirigeants qui ont compris, qui font les liens, il est mais quasiment nul en fait, très très faible. Donc voilà. Et puis l'autre chose, l'effondrement de la biodiversité, qui est en fait la base de la base, grâce à laquelle on est vivant. donc ce grand enjeu là, qui est déjà démarré et qui, on le sait bien, on le voit dans les médias. Les médias sont pas avares d'informations, heureusement, mais cet effondrement de la biodiversité là, et en fait, c'est créer les conditions à notre survie, qui a été un phénomène encore plus grand, puisque on est complètement, vous le savez, interdépendant de la qualité de l'environnement et de la biodiversité. Et puis là encore, l'effet, parce qu'on parle de changement climatique, puis de l'impact sur les entreprises, mais en quoi suis-je dépendant dans mon métier, dans mes activités, de la biodiversité? En quoi ai-je un impact sur le climat? Sur quoi, dans quelle mesure le climat a-t-il un impact sur moi? Puis ça, ce lien-là, je pense que les entrepreneurs, les dirigeants sont dans le noir, en fait, sont dans le flou total là-dessus. On se rend pas compte que la biodiversité et les ressources naturelles on est totalement interdépendants de leur qualité et de leur abondance. Donc voilà, alors ça c'est un peu évidemment basique, parce qu'on est un petit peu déjà sur les trop niveaux. Et puis chaque organisation n'est pas, et chaque projet ne va pas nécessairement être sur la même échelle. Oui, on a aujourd'hui des contraintes. On peut se donner une contrainte, puis ce mot contrainte là, finalement, je le remplacerai peut-être par effort volontaire, ou alors changement, ou alors innovation volontaire, parce que on peut agir justement, on a des opportunités à agir aujourd'hui, vous, dans vos projets, justement, dans la mesure où vous êtes en mode exploration pour beaucoup, on est dans la partie conception, éco-conception de votre projet. Donc, il y a toute cette partie effort, ou en tout cas, investissement, innovation volontaire. C'est le meilleur moment, en fait, parce que ça veut dire qu'on n'est pas encore contraint, ou on n'est pas encore contraint par des lois, donc limité, ou alors on n'est pas contraint de changer complètement notre modèle d'affaires. Mais quand on arrive dans la contrainte législative, donc ça, effectivement, les lois servent aussi à influencer un marché, donc ça, c'est formidable. Ça nous permet d'exclure des produits, des activités, de les limiter, etc., de s'assurer qu'elles ont en ligne de mire le bien commun. Donc ça accélère certaines choses, mais c'est jamais, quand on est lancé dans un projet, lancé dans une entreprise, et que tout d'un coup, et qu'on attend la dernière minute et qu'on fait face à la contrainte législative, c'est beaucoup moins créatif et beaucoup moins agile comme raison, en fait, comme façon d'innover. Donc là, c'est moins drôle. Ouais, et si je peux me permettre, il y a une chose. Oriana, est-ce que c'est ton ancien commentaire ou tu as un nouveau commentaire? Je veux juste être sûr de bien accueillir. Est-ce que tu as un commentaire? Je pense que c'est son ancien commentaire qu'on n'a pas dû supprimer. Parfait. Oui, c'est mon ancien, je vais l'enlever, désolé. C'est parfait. J'en profite aussi pour juste faire le lien avec Entreprise Agile Plus et l'entrepreneuriat. Souvent, on va dire aux entrepreneurs, vous avez pris trop de temps avant de pivoter. La cause numéro 1 des échecs des entrepreneurs, on se donne, on explore, on se dit on va y arriver, on passe les budgets, et au moment où on dit là, il faut pivoter, on n'a plus les budgets, là, on est rendu dans l'urgence. Et c'est exactement aligné avec ce que tu dis, Esther. Donc, cette vision, comment ça s'intègre au modèle d'affaires, on doit le considérer. C'est la même réflexion que pour les entrepreneurs. Donc, je trouvais ça agréable de faire le lien. N'hésitez pas si vous avez des questions dans le chat. Et je te redonne le bâton de parole. Tout à fait, et c'est assez drôle, c'est un peu dans le processus, dans ce que sur ce que tu dis. Moi, j'en ai lancé 3 des entreprises, donc et le fait de ce que je vois beaucoup, c'est des entrepreneurs qui se lancent en se disant mon idée répond à un besoin, et qui effectivement attendent la dernière minute pour aller tester leur idée, et tout d'un coup s'aperçoivent que ils ont déjà développé des choses, des applications. Souvent c'est très vrai avec les applications, et ensuite ils s'aperçoivent non, finalement ça ne répond
répond pas à un besoin, ils sont obligés de pivoter, mais c'est beaucoup trop tard, effectivement, et c'est ça l'agilité dans l'expérimentation, le prototypage est essentiel. Donc, et puis après, il y a la contrainte naturelle. Il y a des entreprises qui sont déjà dans la contrainte naturelle, hein, quand vous avez un glissement de terrain, écoutez, on passe par là tous les ans, des inondations, des feux de forêt, etc. Moi, j'ai un client qui est une association touristique régionale qui est à la baie James, donc c'est l'association touristique régionale de la communauté Innu. Ils ont construit tout un camp forestier pour héberger des touristes, etc. Les feux de forêt de l'année dernière, vous vous en souvenez. Ils venaient de poser le dernier élément de cuisine dans la cuisine collective. Tout a brûlé. Donc là, on est sur des circonstances qui font que l'innovation, là, dans ce cas-là, on n'est plus en train de parler d'innovation, on est en train de parler de survie et de résilience. Donc, c'est sûr que la contrainte naturelle, si vous n'avez aucune idée de en quoi votre modèle d'affaires, votre projet est lié à la biodiversité et lié au climat, vous aurez du mal à pivoter. Et enfin, de toute façon, le pivot sera subi beaucoup plus. Donc voilà un petit peu vous pouvez vous situer aussi et surtout ne pas attendre d'être dans la contrainte naturelle pour agir. Mais ça veut dire aussi, c'est que aujourd'hui, puis c'est vraiment un message sur lequel je vais vous pousser sur la fin, mais c'est est-ce que votre projet peut aider à résoudre en fait un certain nombre de ces sujets-là? Est-ce que votre projet peut aider d'autres organisations à moins subir les contraintes naturelles ou à éviter les contraintes naturelles? Est-ce que vous pouvez, dans votre projet, réfléchir à comment vous vous positionnez comme solution éventuellement pour d'autres qui pourraient aussi faire face à ces contraintes-là? C'est un autre angle de réflexion, donc je vous le lance. Il y a quelque chose donc qui est assez le fun. Je vous invite, pour ceux qui ont la patience et qui aiment l'économie, mais à lire ce bouquin qui est La théorie de Donuts. Le titre là m'échappe, mais c'est écrit par Kate Raworth, qui est c'est aussi difficile à prononcer que c'est difficile de parler quand on a un donut dans la bouche. Donc c'est une Anglaise qui est chercheuse, qui a rassemblé, évidemment, qui travaille pas toute seule, mais qui a essayé de faire visualiser de façon assez ludique l'ensemble des limites planétaires. Donc, on le sait, dans les limites planétaires, il y a un certain nombre de fonctionnalités, en fait, de fonctions de la planète. Et puis, il y a un plafond. C'est-à-dire que les changements, il y a un plafond, c'est-à-dire que quand on dépasse ce plafond-là, on commence à rentrer dans des situations risquées, critiques, et pour lesquelles on n'a pas de prévisibilité. Oh, moi, j'ai perdu le son. Esther, on t'a perdu. Est-ce qu'il y a que moi? Non, tu n'entendais pas non plus, Sylvain? Non, c'est ça, j'ai perdu. Hein, bon, ça confirme, j'ai perdu. Voilà, est-ce que tu es capable d'aller jouer sur ton micro, peut-être? Alors, peut-être qu'il fallait juste... Vous m'entendez? Ah, c'est parfait. Bon, peut-être qu'il fallait juste que je l'éteigne et que je le rallume. Bon, ça a fonctionné. J'ai enlevé le casque aussi, qui sait. Donc en fait, par exemple, dans les plafonds environnementaux, c'est assez facile quand on voit, mettons, l'utilisation de l'eau douce. Si on surutilise l'eau douce et qu'elle n'est plus en quantité suffisante, on voit bien qu'il y a une limite planétaire de ce point de vue-là. La pollution chimique, c'est assez facile de le visualiser, c'est-à-dire que si on est en surpollution, on s'entend bien que la planète n'est plus capable d'assurer ses fonctionnalités. Donc il y en a tout un panel qui sont justement là bien définis et bien sectorisés pour que ce soit facile à comprendre. Et en dessous, c'est-à-dire qu'à vers l'intérieur du donut, là, il y a le plancher social. C'est-à-dire qu'on peut être dans le plus grand respect des contraintes et des limites planétaires, mais si on n'assure pas un plancher social aux humains qui y vivent,
on n'est pas non plus dans un équilibre ou dans un espace qui est sûr et juste pour l'humanité. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes, effectivement, vous mettez plus plus de gaz à effet de serre du tout, mais que les gens vivent dans une pauvreté absolue, qui n'ont pas accès à de l'énergie pour cuisiner ou aller à l'école, qui n'ont pas la santé, etc., on ne sera pas sorti du bois. Donc, on a besoin, donc, l'objectif qu'on a en tant que système économique aujourd'hui, c'est d'essayer de rester dans cet espace sûr et juste pour l'humanité, qui est dans lequel un développement économique est inclusif, durable, et là où on reste dans l'équilibre planétaire. Et moi, en lisant ce livre, il y a un truc qui m'a frappée, et c'est que bon, elle fait aussi tout le panel. Elle va chercher en fait dans beaucoup de théories économiques des économistes qui ne sont pas ceux qui ont créé le PIB et toutes ces grandes notions de départ, mais où elle rectifie un petit peu l'interprétation qu'on a de ces théories-là. Mais aussi, c'est qu'elle fait le constat que finalement, l'économie, personne ne s'est jamais entendu sur l'objectif de l'économie. À quoi ça sert le développement économique? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Donc, et moi, ça m'a frappée parce qu'effectivement, je pense qu'on n'a jamais défini que le développement économique devait être au service de l'humanité. Donc, c'était assez, voilà, je vous encourage à lire le livre, mais vous allez le voir passer de plus en plus, cette théorie du donut, qui explique donc que la croissance ne peut pas être infinie puisqu'on vit dans un espace fini et qu'on a besoin de subvenir à des besoins humains. Donc voilà, n'hésitez pas à m'interrompre ou à poser des petites questions si c'est pas clair. Évidemment, vous pouvez trouver plein de détails sur chacune de ces limites planétaires. Il y a d'autres notions aussi qui je vous invite à intégrer dans vos réflexions pour vos projets, c'est le faire moins de mal, faire moins mal et faire beaucoup mieux pour plus de gens et pour plus longtemps. Et voilà, c'est un peu la façon dont je le définirais. Aujourd'hui, on a beaucoup été, les systèmes économiques jusqu'à présent ont été beaucoup ce qu'on dit conventionnels, même si je trouve que ça devrait pas s'appeler comme ça, mais vous le voyez bien, c'est on extrait, on est dans l'économie linéaire, on extrait des ressources, on les transforme, on les consomme et on les jette. Enfin, je veux dire, c'est ça la simplification, c'est vraiment l'économie linéaire. Et donc, ça, ce que ça fait comme impact, c'est là sur tout ce qui est sur pêche, sur exploitation des ressources, sur déforestation, etc. Donc ça, évidemment, sont pas du tout des modèles qui nous permettent de rester dans les limites planétaires. Ensuite, on se dit, voilà, on va minimiser nos impacts. On est beaucoup, puis on parle beaucoup de diminuer nos impacts négatifs, réduire nos émissions de gaz à effet de serre. C'est essentiel de réduire nos émissions de gaz à effet de serre, réduire notre consommation de matières premières, réduire nos déchets. Donc ça, tout ça, on est dans le faire moins mal, faire moins de mal, faire mieux. Donc ça, c'est essentiel. Cela dit, parfois le discours est un peu focusé sur cette réduction des impacts négatifs et on oublie de se demander comment est-ce qu'on va faire pour amplifier nos impacts positifs. Comment est-ce qu'on va faire pour régénérer des fonctions de la nature, par exemple, en lien avec ce que je disais juste avant. Est-ce que notre projet, notre entreprise peut servir à régénérer la qualité des sols, à dépolluer quelque chose, est-ce que ça peut servir à faire des économies d'énergie ou améliorer l'efficacité énergétique d'autres organisations. Donc, on n'est pas juste, est-ce que moi, quand je me déplace entre mon bureau, chez moi et mon bureau, est-ce que j'émets des émissions de gaz à effet de serre? On est beaucoup plus de dire, est-ce que je peux inventer quelque chose qui va apporter une solution à mes utilisateurs, mes collaborateurs, etc. Et on le voit beaucoup en ce moment. Vous voyez la source, là, le schéma, je l'aime bien. Mais il vient de l'approche régénérative pour le tourisme au Canada. C'est pas pour rien qu'il vient du secteur du tourisme, parce que il y a certains secteurs économiques qui sont parfaitement interdépendants avec la qualité de l'environnement. Le tourisme et puis l'agriculture, ça c'est les deux les plus flagrants qui sont parfaitement interdépendants. Après, n'importe quelle organisation, qu'elle soit dans l'aviation, qu'elle soit n'importe quelle entreprise manufacturière de services, on l'est aussi, mais ces deux secteurs-là sont vraiment complètement les pieds dedans en réalité. Si l'environnement n'est plus
performant si les sols ne sont pas de bonne qualité, si le climat déconne complètement, si il y a des inondations, ces deux secteurs-là, ils n'ont plus lieu d'être et en tout cas, leur quotidien est impacté. Donc ça, il y a des secteurs comme ça pour lesquels c'est plus flagrant, puis il y en a d'autres sur lesquels il faut aller comprendre un petit peu plus ce qui se passe dans notre chaîne de valeur. Mais est-ce que le modèle régénératif, qu'on aime bien appeler comme ça maintenant, c'est est-ce que par notre modèle d'affaires, notre projet, est-ce qu'on est capable d'aller régénérer la capacité de la planète à offrir ces services? Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Et puis Sylvain aussi, si tu veux toi contribuer, il y a pas de problème. Donc on est vraiment le premier au début. Oui, vas-y. Amaury a un commentaire, alors je lui donne le micro. Vas-y. Excusez-moi, j'ai tout coupé du coup. Oui, je lève la main pour poser la question. Peut-être Esther, si on regarde l'ensemble de notre tissu d'entreprise au Québec, est-ce qu'on est capable de dire aujourd'hui qu'on se situe tous, où est-ce qu'on se situe un peu tous dans cette réflexion entre des entreprises qui sont très dans le dégénératif ou qui sont déjà dans le zéro net, dans une réflexion durable, voire pour certaines qui sont très très dans le régénératif. Mais est-ce qu'on a une idée, est-ce qu'on est capable de mettre une espèce de moyenne ou de tendance de où est-ce qu'on se situe, nous, au Québec? Est-ce que c'est des choses qui sont mesurées? Je pense qu'on est… alors, non, pas dans ce sens-là. En revanche, il y a Québec Net Positif fait des choses, une étude intéressante pour connaître le niveau de maturité des entreprises. Là, donc ça, je vous inviterai, si vous avez envie d'aller chercher de la matière plus tangible, avec des chiffres basés sur des entrevues, etc. Et je vous invite à suivre ce que fait Québec Net Positif. Mais tu sais, on essaye de s'approcher de ça. En réalité, aujourd'hui, on est très actifs, les entreprises, puis je le vois, puis j'ai pas pris le temps de me présenter, mais chez Elio, on fait des stratégies de transition bas carbone, donc on fait avec beaucoup de bilans de gaz à effet de serre, des analyses de cycle de vie, on fait aussi de l'accompagnement stratégique, mais on est beaucoup dans l'obsession aujourd'hui de se dire, OK, il faut qu'on réduise nos émissions de gaz à effet de serre pour arriver à du net zéro, entre guillemets. Donc ça, c'est beaucoup, et c'est important de le faire. C'est vraiment, surtout, ne négligeons pas ça, c'est essentiel de le faire. Mais j'inviterai les porteurs de projets là qui sont avec nous à bien réfléchir, à dire, OK, je vais pas juste prendre le métro ou venir à vélo au bureau, mais je vais aussi réfléchir comment mon modèle d'affaires peut contribuer à d'autres. Donc, dans le régénératif, si tu veux, on va avoir, tu sais, il y a des entreprises comme, moi j'ai un petit coup de cœur pour Ecotierra, par exemple, qui va être, donc Ecotierra, ils sont basés à Sherbrooke, ils font du café, enfin ils font pas du café, mais c'est ça, ils font produire du café, mais ils travaillent avec des coopératives, beaucoup au Pérou, un peu dans d'autres endroits, mais beaucoup au Pérou, dans lesquels donc c'est des coopératives, et leur objectif, eux, c'est de régénérer la qualité des sols pour lutter contre le changement climatique, mais ils le font en développant des filières économiques dans lesquelles il y a des gens qui gagnent leur vie. On est dans de la plantation d'arbres, régénération des sols, mais des arbres qui sont productifs. Donc, tu vois, là je trouve qu'on est dans le modèle. Puis, tu sais, je suis pas au quotidien, je les connais pas au quotidien dans leurs activités, mais on est sur des modèles qui ont une vraie visée régénérative dans ce cas-là, tu vois. Mais c'est des exceptions, mais toutes les organisations qui essayent de régénérer les sols pour produire certaines de leurs matières premières qui sont, donc ça c'est des choses, vraiment des initiatives intéressantes. Puis après je ne veux pas laisser penser que c'est juste dans l'agricole, il y a aussi le cosmétique, il y a aussi dans les services aussi, hein, tu sais. Je travaille beaucoup dans les technologies et effectivement c'est devenu, à défaut de savoir quoi faire réellement, souvent des entreprises qui se disent, je rebondis sur ce que tu viens de dire, oui, on a une activité numérique qui effectivement pollue en son sens. Qu'est-ce qu'on peut faire? Le régénératif serait peut-être de travailler il travaille avec des OBNL pour replanter des arbres, pour régénérer les forêts. Bon. Ouais, là, si tu veux, on est réparateur. Et c'est très intéressant parce que là, tu vois, très, très bon point, on n'est pas dans ton cœur de métier. C'est pas, tu vois, c'est pas, mettons là où on commence, parce que tu dis, c'est ce qu'on appelle souvent la compensation.
en se disant on va mitiger en fait nos impacts, mais on va pas forcément se questionner. Puis je dis pas qu'ils le font pas, ceux dont tu parles, mais là, ce dont je parle, c'est de questionner profondément le fait est-ce que notre produit, notre service peut être mieux fait, mais aussi apporter un gain à nos utilisateurs. Donc ça va être effectivement, ça va être des plateformes qui vont dire ok, moi si vous m'utilisez, puis Sylvain va peut-être rebondir, mais si vous utilisez mes outils, vous allez émettre beaucoup moins de gaz à effet de serre. Mais la compensation est quelque chose qui est intéressant. C'est toujours intéressant de planter des arbres, mais là, je parle d'organisations qui réfléchissent au cœur de leur modèle d'affaires. Merci de préciser ça, tout à fait. En fait, tu m'as vu sourire et je vais peut-être dire quelque chose qui va peut-être choquer ou pas. J'ai hâte de devoir réagir, mais ce qui me venait en tête tout de suite, c'est le modèle IKEA. Et IKEA, éventuellement, pour être capable de fournir la qualité, le produit et pour avoir cette résilience d'affaires, ont commencé à acheter leur propre forêt et planter leurs propres arbres. Et donc, mais c'est au service de eux. C'est pas au service, mais en même temps, il y a cet aspect, on va prendre du bois, on est dépendant de cette ressource-là pour notre modèle d'affaires, mais il pourrait aussi faire des partenariats avec des forêts plus proches. Il y a plein de modèles. Mais je trouve que ça représente bien ici le IKEA. IKEA se sont juste dit, on veut garder cette force-là, on va être responsable de cette ressource-là. Ils en ont pris ownership. Est-ce que c'est le meilleur exemple? Peut-être pas, mais c'est ça qui me passait en tête. Mais la réflexion, de toute façon, est bonne. Parce que ce sur quoi il faut être vigilant, c'est qu'on n'est pas régénératif. Il n'y a pas un moment où tu dis je suis une entreprise régénérative, tu comprends? Donc, la plupart, même les entreprises les plus avancées et qu'on entend, font aussi preuve de grande humilité. Je pense que c'est une belle qualité sur ce sujet-là. Font preuve d'humilité en se disant, on tend puis on se questionne, puis on avance. Donc, il n'y a pas un moment où tout d'un coup, ding-dong, là, comme la sonnette qu'on vient d'entendre, ça y est, tu es régénératif. Et donc, IKEA, ils ont un très, très long chemin à faire, très, 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 très long, mais là, ils sont dans l'intégration de pratiques d'économie circulaire qui sont des moyens d'aller, en tout cas, surtout diminuer leurs impacts négatifs. Mais oui, la réparation, me semble, être une avenue intéressante parce que, mais voilà, là, ce dont tu parles, c'est effectivement des pratiques d'économie circulaire qui vont réduire leur impact négatif et ce qui, de toute façon, doit être fait, absolument. Mais il y a beaucoup. Oui, vas-y. J'allais dire, j'aime que tu me ramènes à l'ordre et que tu nous ramènes dans le concret parce qu'il y a des gens ici qui ont peut-être des projets, des initiatives qui débutent et ils se disent « je ne suis pas IKEA ». Mais comme tu dis, IKEA, c'est pas du jour au lendemain, ça commence par une idée et tranquillement, cette idée-là grandit. Fait que je te laisse reprendre. Il nous reste à peu près une vingtaine de minutes. Pensez, les gens qui sont dans la salle, si vous avez des projets, commencez à réfléchir si vous voudriez les amener un peu dans la discussion parce que c'est la prochaine étape. Je pense qu'il reste 2 slides justement à Esther, mais on aimerait ça ouvrir cette discussion-là puis avoir vos exemples qui sont concrets pour pouvoir en discuter. Absolument. Donc c'est ça, je vais aller vite parce que finalement, il reste réellement une slide, mais c'est un exemple. Je l'aime bien parce qu'il y a un bon retour d'expérience. Ça fait 20 ans qu'ils ont fait leur virage, en tout cas leur mouvement, on va dire, leur voyage, tiens, c'est le meilleur mot, et qu'ils ont commencé leur voyage. Et donc, il y a un beau retour d'expérience sur cette entreprise-là. Et j'aime bien, il y a des points qui sont intéressants que je voudrais souligner. Il y en a d'autres, mais ça, c'est une PME. C'est ça qui est intéressant. C'est une PME. Elle est en France, dans le nord de la France. Ce qui s'est passé, c'est que quand Emmanuel Druon, qui est là, c'est lui l'auteur du bouquin, de plusieurs bouquins, il a repris l'entreprise. En fait, c'était une entreprise qui était quasiment en faillite. Il y avait des accidents du travail. C'est un fabricant d'enveloppes. Et ces enveloppes en papier qu'il fabrique. Les enveloppes en papier, on a beau dire, on en a encore un peu besoin. Bon, donc, mais à l'époque, il y a 20 ans, on en avait encore grandement besoin. Donc, enveloppe en papier, accident de travail, c'était pas cool. Vraiment pas cool. Et puis, donc lui, il est arrivé avec un peu une autre philosophie, puis il a commencé, mais tu sais, c'est normal, il a commencé par gérer les crises. Il s'est dit, la première crise, la première chose qu'il faut que tu gères dans ce genre de situation, c'est tes accidents du travail. Tu vas pas commencer à faire un tout à verre si tout d'un coup, tu as des gens qui arrivent le matin qui se blessent. Donc prenons les problèmes
urgents et puis résolvons-les. Bon, très bien, parfait. Tu sais, quand tu lances un projet, tu te dis, OK, mon projet, on a besoin d'un gros camion qui émet plein de GES pour faire le tour de la ville. Ben ça, tu sais que ça va être un nœud réfléchissant. Tu sais que ça, c'est des évidences, tu dois t'en occuper. Donc là, après, donc une fois que ce qu'il a fait, c'est ce que j'aime beaucoup, c'est comment il a impliqué ses employés, toutes ses équipes. Donc ça a été des sessions d'innovation, de résolution de problèmes collectives, et ça, la collaboration à l'interne, elle est essentielle. Bon, après, ils ont abandonné l'objectif de croissance, etc. Mais surtout, et ce qu'ils ont continué à faire, c'est dire, OK, on a des enjeux on fabrique des enveloppes, on coupe des arbres. C'est pas terrible non plus, ça. Rien que ça, le modèle d'affaires, c'était juste une dissonance cognitive pour Emmanuel Drouillon. Et il s'est dit, OK, donc il a vraiment été exploré, il a investi du temps pour aller chercher, comprendre le problème déjà, de quelle ampleur on parle, et puis comment est-ce qu'on peut faire mieux. Donc là, je repense à la plantation d'arbres, mais bon, progressivement, je vous passe les détails, il a changé de fournisseur, il a travaillé avec ses fournisseurs pour s'assurer que c'était des entreprises qui replantaient x4. Donc là, ils exploitent pas de la forêt primaire, on n'est plus là en Europe là, mais c'était des exploitations forestières sur lesquelles ils replantaient 4 fois plus d'arbres qu'ils coupaient. Normalement, souvent on se dit 2, c'est un peu une moyenne, mais 4. Donc là, d'un coup, ils disaient on reforeste entre guillemets. Donc déjà c'était plus acceptable. Ensuite, ils ont travaillé sur le recyclage. Le problème d'une enveloppe, tu as du papier, tu as du plastique, tu sais, pour la petite fenêtre, tu as de la colle. Et ça, c'est impossible à recycler, c'est un casse-tête. Donc là, ce qui s'est dit, OK, il faut qu'on arrive à faire quelque chose qui, oui, une fois que la personne, si on peut éviter d'utiliser une enveloppe, très bien, mais si la personne finalement décide d'utiliser l'enveloppe, faisons quelque chose qui soit beaucoup moins dommageable pour l'environnement et parfaitement recyclable. Donc là, il fait beaucoup de recherche et développement sur 2 choses. L'enveloppe en plastique, ils ont réussi, puis maintenant je pense que c'est assez mainstream, mais ils ont réussi à faire une enveloppe en papier, une petite fenêtre, là, la petite fenêtre transparente, à la faire en papier. Donc ça, évidemment, là, c'était des années de recherche et développement. Ensuite, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit, faut enlever la colle, parce que la colle, c'est quelque chose de chimique. Donc, ils se sont dit, et donc, ils ont réussi à trouver des colles naturelles qui étaient parfaitement, qui ne posaient pas de problème dans le système de recyclage. Donc, vous voyez comment c'est intéressant. Donc là, c'est une entreprise qui a fait un virage, mais dans un projet, le fait d'anticiper, quand je vous dis, vous êtes dans l'éco-conception de votre projet, le fait d'anticiper les impacts en aval de votre produit, ça vous permet de penser au début à éviter ces impacts négatifs-là et à réfléchir autrement dès le début, puis plutôt que de lancer votre produit et puis qu'ensuite vous aperceviez qu'il y a des problèmes. Biophilie dans l'environnement de travail, l'usine zéro déchet. En fait, ce qui s'est dit aussi, ce que je trouvais hyper intéressant à l'époque, déjà, c'était de dire, on doit refaire notre toiture. Il faut absolument la refaire. On est allé au bout de ce qu'on pouvait patcher. Mais puisqu'on a une usine qui est productive, on a un modèle d'affaires productif, est-ce que notre enveloppe pourrait être productive aussi? Et auquel cas, là encore, ça a pris du temps, mais il a mis au défi un certain nombre de prestataires, d'architectes, ingénieurs, designers, etc., en se disant, moi, je veux que mon enveloppe soit productive. Donc, ils ont mis un toit vert, ils ont des toits végétaux, ils ont des murs végétaux, ils ont fait pousser des bambous pour recycler l'eau, etc. Donc, c'est vraiment se dire, OK, notre site aussi, il est productif. Et puis, rapidement, il y a quelque chose qui m'amuse aussi, c'est que souvent, puis je le vois dans des entreprises même établies avec qui on travaille, qui voient pas cette opportunité-là, mais toute cette connaissance-là, tout ce retour d'expérience, toute cette expérimentation, ça a une valeur énorme. Et aujourd'hui, ces gens-là aident d'autres organisations à faire des choses, à gagner du temps, à être plus efficaces. Donc là, il y a un modèle malgré tout un peu régénératif aussi, de se dire aussi, est-ce qu'on peut partager notre expérience? Puis ça se monnaie, quand tu vas faire une conférence, quand tu vas organiser, donc ils ont toute une série de conférences, quand tu vas faire du conseil pour aider une autre entreprise, veux pas, c'est un nouveau modèle d'affaires que tu rentres à l'intérieur de ton modèle d'affaires. Mais c'est intéressant ils pouvaient pas l'anticiper à ce moment-là, mais c'est intéressant tout d'un coup de commencer à le structurer. Aujourd'hui, ils ont toute une série d'événements, de conférences, de contenus et plusieurs bouquins, l'économie, qui permet aussi de donner une voix à ce qu'ils ont fait. Donc, je trouve que le fait de pouvoir sortir des nouveaux services à l'intérieur de ça, c'est quelque chose sur lequel on l'anticipe pas quand on lance son projet, mais ça nous empêche pas dans la phase d'éco-conception d'y penser, de se dire, tiens, si on devient vraiment excellent à ça, il y a peut-être quelque chose qu'on pourra aller
partager par la suite. Voilà. Bon, donc c'était vraiment, je voudrais qu'on ouvre la place aux questions, aux commentaires. Oui, en fait, je vais prendre aussi la balle au bon, juste pour montrer aussi comment une idée, ce n'est pas juste d'avoir l'idée, parce que l'histoire d'Esther m'inspire beaucoup. Mais en ligne startup, on va dire, imaginons que j'ai l'enveloppe en papier, la fenêtre en papier, la colle recyclable, mais que les habitudes des gens, ils pensent encore enveloppe parce que la couleur est la même, puis ils la mettent à la poubelle parce qu'ils pensent que c'est pas recyclable. Tous ces efforts-là sont inutiles. Alors, des fois, il faut faire du prototypage. Est-ce que c'est la couleur de l'enveloppe qui va changer? Là, on est dans la gestion de changement. On entre dans une autre complexité où l'idée de départ peut être la meilleure. Comment on va la rendre viable dans l'écosystème adopté par les gens? Puis ça, ben, il n'y a pas de secret, on le découvre. Et là, tu veux qu'on lance la discussion? Alors... Oui. Alors, en fait, c'est ça, effectivement. En fait, bon, là, vous les objectifs de développement durable de l'ONU, vous les connaissez, je pense, mais il y a une chose quand même que je voulais dire, qu'on dit assez rarement sur les ODD, c'est que ils ne sont pas mutuellement exclusifs, c'est-à-dire que ils sont tous importants. Moi, j'aime bien les utiliser comme checklist, en fait, dans les projets et dans les décisions stratégiques, parce que on ne peut pas dire, ah ben moi, je vais m'attaquer à la pauvreté, puis je m'en fiche complètement de la vie aquatique. Donc, c'est quelque chose qui nous aide aussi dans notre réflexion à dire, OK, bah oui, la pauvreté, mais est-ce que je peux aussi, dans mon projet, aller adresser plusieurs objectifs de développement durable, en tout cas apporter une valeur ajoutée à plusieurs, et puis s'assurer de ne pas le faire au détriment des autres, évidemment. Donc, moi, j'aime bien cette espèce, en fait, ils fonctionnent tous ensemble, ces ODD-là, même si souvent on dit, ah ben moi, c'est celui-là et celui-là qui m'intéresse, ou je peux avoir quelque chose. Oui, mais assure-toi de ne pas porter préjudice aux autres. Et donc, bah là, c'est juste un petit peu pour partir la discussion. Sur quel sujet, là, vous, dans votre projet, le projet que vous avez envie de mener, c'est quoi les sujets, les problèmes que vous avez envie de résoudre, de contribuer à résoudre? Qu'est-ce que vous avez envie d'améliorer grâce à votre projet? Et me répondez pas, je veux augmenter les ventes de mes clients, parce que je comprends, mais c'est pas ça qui nous fait lever le matin. Là, je veux savoir à quoi ça sert. C'est quoi le grand why derrière? Il y a beaucoup de contenu, fait que je vais laisser un temps quand même, un petit silence de réflexion. Voilà. Philippe? Oui, j'ai pas de projet entrepreneurial en tant que tel. Moi, j'accompagne des entreprises vers ce genre de choses-là. Puis une des questions que je m'étais notée, puis que j'ai trouvé ça chouette parce qu'on vous y avez comme un peu répondu à la fin, puis ça m'a éclairé sur un point, c'est, je me disais, je démontre tout le temps l'économie du beigne, là, la façon de le voir, le plafond environnemental, le plancher social et tout ça. Puis mon enjeu, c'est comment je fais pour concrétiser ça pour les entreprises, pour qu'elles puissent se positionner à savoir, oui, j'ampute le plancher social, ou oui, je gruge trop du plafond environnemental. Pour moi, c'était théorique, intéressant, mais très, très, très difficile à ramener concrètement pour une entreprise, pour qu'elle puisse se situer par rapport à ça. Mais de la même façon que vous avez montré les objectifs de développement durable, je pense que d'aider et de prendre le temps de réfléchir à comment mon entreprise, ma relation avec mes clients, puis la relation des clients de mes clients, si on parle d'une entreprise qui donne des services à une autre entreprise, si on fait la chaîne de ça, puis qu'on se positionne qu'on prend le temps de se positionner face à chaque enjeu, peut-être que là, on est capable de le concrétiser, cet aspect-là. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous faites d'emblée avec les entreprises ou si on a plus sur naturel. Il y a un truc que tu peux faire, enfin, qu'on fait, qui est vraiment le fun à faire. Il y a deux choses, en fait. C'est, par exemple, un schéma du cycle de vie du produit de l'organisation. Et puis là, de dire, OK, sur les différentes étapes du cycle de vie, à quel moment tu es dépendant de certaines ressources, ou tu es dépendant, où tu génères inévitablement certains impacts. Et puis ça peut être environnemental, mais tu peux regarder le social. Moi, j'aime bien regarder le social et l'économique aussi, de tout mélanger là, parce que je crois pas à la séparation entre le social, l'économique et l'environnemental. Donc ça c'est mais de dire ok sur mon cycle de vie, à quel moment est-ce que je suis dépendant de ressources, voilà, et que je génère des choses qui viennent, voilà, que je veux générer moins ou que je veux générer plus.
et sur la chaîne de valeur aussi. Donc ça, c'est un schéma, c'est un travail intéressant à faire aussi avec l'entreprise, de dire, OK, ta chaîne de valeur, ça ressemble à ça, et de le schématiser, et ensuite de dire à quels endroits est-ce que tu es dépendant de ressources dont tu veux te dissocier, surtout les énergies fossiles, mettons, ça c'est un bon exemple, ou les produits chimiques, etc. Et à quel moment, à quels endroits, puis de quelle façon génères-tu des impacts positifs ou négatifs? Évidemment, tu veux booster les positifs et diminuer les négatifs. Donc, je trouve que visuellement, ça se fait assez bien, puis tu peux le coupler effectivement avec les objectifs de développement durable ou le donut. Est-ce que ça répond, Philippe? Tu veux rebondir? Oui, c'est super important. Puis on dirait que c'est drôle parce que j'ai fait ça, ces deux activités-là, dans le cadre d'un projet qui s'appelait EFC Québec, Économie de la fonctionnalité et de la coopération Québec. On a fait ça et on dirait que ça m'avait, malgré qu'on en a parlé beaucoup, on dirait que j'avais pas fait le lien aussi concrètement qu'on vient de le faire là. Fait que c'est... merci, c'était pertinent. Merci beaucoup. Super. Et là, je vois que quelqu'un a mis éducation de qualité, consommation et production responsable. Est-ce que la personne peut prendre la parole puis expliquer un peu sa pensée? Ou sinon, Esther, qu'est-ce que tu en comprends? Tu veux réagir? J'imagine qu'il y a quelqu'un dont le projet vise à contribuer positivement à ces sujets-là. Mais il y a Maurizio qui a une idée. Oui, en fait, c'est peut-être Mauricio, je vais lui donner le... Merci beaucoup. Plutôt une idée, c'est un commentaire. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Avez-vous des animaux de compagnie? Quelqu'un de vous, non? Plus. J'ai plus, moi. Personnellement, je ne sais pas si la question s'adresse à moi, mais personnellement... Peut-être, non. Écoute, au Québec, il existe à peu près 3 500 000 animaux de compagnie au Québec. À Montréal, à chaque année, à Montréal, il y a à peu près la moitié, 60% des foyers ont au moins 1 ou 2 animaux de compagnie, moins de foyers à Montréal. Et à chaque année, il décède à peu près 44 000 animaux de compagnie par rapport à un rapport qu'on fait. Et la plupart, il y a des expositions normales pour les animaux de compagnie. Quand ils décèdent, la plupart des gens nous amènent juste à un processus de crémation. C'est la crémation que la plupart des gens utilisent ou l'enfouissement, un des deux. Donc, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons un système de compostage du corps des animaux de compagnie comme option funéraire. À part ça, pour chaque kilogramme de compost qu'on fait, n'importe quoi de compostage qu'on fait, on empêche l'émission de 83% d'émissions d'effets de gaz serrés par rapport aux autres options de services funéraires. Donc, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons un service funéraire holistique. Ça veut dire on accueille aussi la personne pour l'accompagner respectueusement dans son processus de deuil tellement personnalisé parce que de toute façon, chaque personne a une façon différente de voir les choses, d'interpréter la vie, et c'est ça. Mais l'idée à nous, c'est après 30 jours, entre 30 et 45 jours, la personne va recevoir à la maison une petite plante avec l'animal de compagnie. Mais à part ça, nous avons des programmes aussi de jardins, de faire des jardins communautaires, mais des jardins, on parle de jardins ornementaux, pas juste pour des sentiers, aussi des sentiers, on a planifié, on a pensé beaucoup dans notre établissement aussi pour faire des choses comme cela. Mauricio, je vais arrêter parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est super pertinent. Puis pour moi, ce que tu mets de l'avant, c'est les opportunités sont partout. En fait, quand on ouvre les yeux, on se dit quel problème? Ah, il y a un problème dans cette industrie-là, je veux m'y attaquer. Donc, tu donnes un excellent exemple. Ouais. Isabelle avait un commentaire mais sur l'utilisation de l'AI, justement, responsable. C'est une question que j'ai beaucoup parce que j'utilise beaucoup l'AI, mais j'ai le super pouvoir de Michael de voir à chaque fois que je fais une requête, c'est quoi la pollution que je crée derrière selon les outils que j'utilise. Peut-être que si je voyais, des fois, je serais « Ah non, ça vaut-tu vraiment la peine de faire cette recherche-là? » Des fois, de rendre transparent.
Il reste 3 Juste minutes. peut-être, si Isabelle, tu es encore connectée, je ne sais pas, sache qu'il faudrait qu'on se reparle de ce sujet. C'est un sujet particulièrement intéressant sur lequel je réfléchis beaucoup aussi. On pourrait s'en reparler. Je pense qu'on est tous préoccupés par ce sujet-là et avec l'envie de plonger et de découvrir des choses et en même temps cette grande préoccupation de est-ce même possible? Alors, je serai le grand méchant qui doit mettre fin à cette discussion. J'ai l'impression que c'est une discussion qu'on peut continuer. Donc, n'hésitez pas à vous connecter avec Amaury, vous connecter avec Esther pour aller continuer cette discussion-là. Vous connecter avec nous. Donc, je vous rappelle ici là, pourquoi on a parlé de cette thématique-là. Donc, à l'intérieur du programme Entreprise Agile Plus, si vous avez ce type d'initiative-là, on le sait que ça prend un accompagnement. Vous allez avoir à réfléchir en design thinking. Vous allez avoir besoin des outils. Vous allez avoir besoin d'outils entrepreneuriales. Certains, vous en avez, etc. Donc, c'est à ça qu'on sert. Donc, n'hésitez vraiment pas. On a un programme super intéressant pour vous. C'est 3 cycles d'accompagnement. Et donc, les notions qu'on a parlé aujourd'hui de Lean Startup, de modèle d'affaires, de prototypage, testé, il y a 2 façons de voir cette thématique-là. Il y a vraiment la perspective transition, purpose. Après ça, il y a tout le côté mécanique. Et les 2 sont importants. Donc, c'est un peu la fusion de ces 2 éléments-là. J'espère que vous avez aimé le webinaire, que vous avez appris. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans le chat. Et merci beaucoup. N'hésitez pas ici. Vous allez avoir accès au webinaire. Vous allez avoir accès aux liens qui ont été partagés dans le chat. Moi, je vais fermer ça ici. On va essayer de revoir tout le monde à l'écran. Ça sera le fun. Avoir une espèce de vision de tous les gens. Donc, je vais faire une petite méthode pour... Butter le fait, mais juste pour visuellement, un outil rapide qui existe, qui s'appelle le ROTI, Return on Time Invested. Vous avez passé 1 heure de votre temps ce midi à venir nous écouter. Donc, merci énormément de prendre ce temps-là. C'est vraiment apprécié. On sait comment le temps est précieux. Maintenant, est-ce qu'on vous en a donné pour vos attentes? 5, vous repartez ici inspiré, plein d'idées. 5, intéressant, inspiré, mais comment se mettre en action, pas clair. 3, c'est une conversation qui reste un peu floue. 2, vous auriez aimé passer cette heure-là ailleurs. Et ce n'est pas contre moi, ce n'est pas Esther, ce n'est pas Amaury. Vous avez d'autres priorités. Puis vous dites, je m'attendais à plus. Donc, mettez votre main dans les airs, ceux qui ont la caméra allumée. Donc, c'est un exercice pour ceux qui ont la caméra allumée. Et donc, je vais voir le visage derrière. Et je vais dire 3, 2, 1, 0. Et à 0, vous faites un 5, un 4, un 3, un 2. Okay? Donc, 3, 2, 1, 0. Affichez votre chiffre. Donc, j'ai des 5, des 4, des 5. Donc, wow, c'est fantastique. Alors, en un mot, quelqu'un qui a mis un 5, pourquoi? Juste en un mot rapide pour fermer la session. Philippe? Une précision sur... ouais. Précision. Et j'aime toujours me challenger les gens qui ont mis un 4. Qu'est-ce que ça aurait pris pour aller à un 5? C'est quoi l'élément qui manquait? Le petit c'est plus de temps, plus de discussion. Et là, Rihanna, je te mets un peu sur le spot parce que tu as mis 4, mais je sais que tu as ouvert ta caméra. Est-ce que tu nous partages ça? Moi, c'est l'aspect collaboratif. Par exemple, on a vu l'exemple chouchou de, oui, l'innovation, on s'engage avec la communauté, mais je pense qu'il faut de plus en plus sortir des silos. Même l'économie du beigne parle de ça aussi, de faire des comme éco-villages où est-ce que tout le monde collabore. Ensemble, on peut aller plus loin et mieux que si on fait des choses séparément. Puis aussi, par exemple, autant Philippe que moi, les deux, on accompagne des entreprises, mais nous-mêmes, comment on peut aussi s'étudier nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait nous en tant qu'accompagnateurs, où on se positionne, comment on se compare. Je sais que nos parents nous disent, il ne faut pas se comparer aux autres, mais aujourd'hui, il faut le faire. On n'a pas le choix de se comparer, de voir où est-ce que mes pairs, mes homologues se trouvent, faire des balisages, qu'est-ce que les autres sont en train de faire, comment je peux prendre ça, l'améliorer, l'amener plus loin, mais ensemble. Donc, l'aspect collaboratif, je pense que ça mènerait un bonus en plus à l'aspect de l'innovation. Voilà. On prend note. Mais la bonne nouvelle, quand même, Sébastien, j'en profite, mais la bonne nouvelle, c'est quand même que dans le parcours, il y a
la place à tout ça, justement. Donc, c'est vraiment, c'est sûr que là, le parcours complet pour ça est adapté complètement à ce que tu dis, Oriana. Donc c'est bon, merci. Super. Alors, Mais j'ai bien aimé. Merci. Merci beaucoup. Par respect pour votre temps, vous m'avez déjà donné 2 minutes de plus. Je ferme la session. Je vous dis un gros merci et j'espère vous revoir dans un autre événement. Et merci pour le partage. Merci Esther pour ton temps et ton expertise. Salut tout le monde. Salut, merci beaucoup pour ce moment partagé. Merci, au revoir. Bye bye.